Bonjour, coucou! Mes cernes et moi vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau vlog du jour. Parce que oui, ça commence à être un petit peu cerné. Je vais finir m'en sortir. Je vais essayer d'être plus à jour aujourd'hui pour pas terminer ça aux petites heures du matin. Et c'est que j'avais juste le goût dans le dernier vlog d'essayer de voir si j'arrivais à lire un peu de trucs pour pouvoir parler plus d'une lecture. Mais bon, la journée en a décidé autrement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, comme d'habitude, la romance de l'Avent. Et hier, je n'avais pas fait le petit retour sur le chapitre du jour parce que je ne l'avais juste pas lu. J'ai rattrapé mon retard. Et ma foi, c'était parfait. J'ai failli me dépêcher à ouvrir le chapitre d'aujourd'hui, donc 6 décembre, pour avoir la suite. On continue à se plonger dans les dédales de ce qui n'est pas nécessairement facile pour l'héroïne Avril, c'est-à-dire de reprendre la vie sans trop être terrorisée, sans trop se mettre en danger, mais en même temps, c'est dur de savoir si on est vraiment en danger avec quelque chose d'aussi aléatoire qu'un organe greffé dans le sens où ça peut super bien aller, puis à un moment donné, pas pu aller du tout, c'est dur à savoir. Puis là, dans le fond, on voit que pas mal de garçons tournent autour d'elle, donc c'est comme si c'était un peu le côté, peut-être pour évoquer le côté que, ben, ça reste une jeune femme, c'est une jeune femme qui potentiellement a aussi peut-être des envies. Là, pour le moment, elle est plus en spectatrice, mais on sent qu'il y a comme ça qui se passe. Puis il y a aussi son père qui essaye vraiment de la voir revivre, mais elle lui a dit de ne pas le bousculer, fait donc il respecte ça, mais c'est comme un souhait. Donc c'est super touchant, ça m'a... Depuis en tout cas le chapitre 4, je vous dis, là, je suis complètement fan fini. Alors voilà pour le chapitre d'hier que j'avais pas lu, et le petit retour. Puis aujourd'hui, ben, je vais être rendue au chapitre 6, alors, excusez. Et oui, c'est le petit signet de Piketty, Steph de Piketty que j'ai eu hier dans mon petit colis. Je me suis dit pourquoi pas, vu que c'était Merry Christmas, ça pouvait bien le faire. Donc, chapitre du jour, encore une fois. Là, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas lu, je vous jure. Je vais lire pendant ma pause de dîner. Donc, voilà. Ça, c'était au menu. Sinon, j'ai encore 2 lectures en cours. C'est vraiment rare que j'ai autant de lectures en cours, honnêtement. Donc, j'ai toujours le fameux Karine Pitaki que j'ai hâte de reprendre parce que c'est super bon. Donc, le Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Hill. Mais c'est juste que j'ai pas eu le temps, dans le fond, entre-temps. J'aurais fallu que je sois capable de lire d'un coup lundi quand j'étais en congé, mais il s'est passé plein de choses qui ont fait en sorte que ben, j'ai pu en lire, mais seulement la moitié. Donc ça, j'ai hâte d'y retourner. Et ma lecture audio, que peut-être aujourd'hui, je vais juste faire avancer un tout petit peu si je vais prendre une petite marche et tout ça. Donc, le fameux tome 1 de Harry Potter, pour lequel je suis en relecture. Et donc, je vous parlais hier, d'ailleurs, d'une petite... dans le fond du dernier vlog, je vous parlais d'une petite réflexion que je me faisais par rapport à comment on vit ça quand on lit ou qu'on relit un livre après avoir passé autant d'années à être reformaté par l'omniprésence d'une représentation en adaptation cinématographique. Dans le cas d'Harry Potter, c'est sûr que la franchise Harry Potter était partout. On peut pas vraiment y couper. Donc, le cerveau, même inconsciemment, est un petit peu associé à ça. Donc, si vous voulez alimenter votre réflexion, je vous invite à rattraper le vlog d'hier si ce n'est pas déjà fait. Hein? Stratégie. Sinon, ben, on a encore et toujours le fameux calendrier de l'Avent des thés. Donc, je suis super contente. Là, hier, j'avais eu un rooibos aussi. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça se passe très bien. Donc là, on est à la porte numéro 6, si je ne me trompe pas. Alors, allons-y pour le petit thé du jour. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je me rends compte que finalement, j'aime peut-être moins les thés noirs. Je suis habituée au Earl Grey, qui est un thé noir, mais à la bergamote. Mais un thé noir, souvent, je trouve que... Puis pourtant, je suis toutes les indications, la température de l'eau, le temps d'infusion. Mais je trouve que souvent, il devient amer rapidement. Mais peut-être que c'est juste que je laisse un tout petit peu trop infuser, même si pourtant, je ne mets pas le maximum de temps d'infusion. Bref, aujourd'hui, thé noir caramel crush. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et c'est de la compagnie Tea Leash. Donc, ça sent sucré. Je ne sais pas si... Ouais, Tea Leash. Ah ben, ouais, ça pourrait être cool. Dans le fond, le thé noir vise quand même un petit peu amertume, mais que là, on a un petit côté de caramel. Pourquoi pas? Ça sent quoi? Un peu la tire-éponge. Ouais, ok, je sens que je vais faire comme une petite matante de moi, parce que ça existe presque plus maintenant, la tire-éponge. Ça sent la tire-éponge. Donc, cherchez ça sur Internet, tire-éponge, ça va vous donner un petit peu une idée. Ça sent ce que goûte la tire-éponge. Vraiment caramel. Alors, voilà pour le petit thé du jour. On verra bien
comment ça va se dérouler. Ça demeure pour le moment mon infusion d'après-midi. Puis, ben, on verra pour la suite du mois. Mais pour le moment, c'est une bonne opportunité. Je trouve ça le fun. Je tiens à une infusion par jour. Alors voilà, c'est comme ça que commence ce fameux vlog. Je vais donc me lancer vers le boulot. Et puis, ben, je vous reprends, j'espère bien, c'est aujourd'hui une couple de fois pour pouvoir ben, vous parler de ma journée. Puis éventuellement de mes lectures si j'arrive à compléter d'autres petits trucs spontanés. Allez, on se passe ça. Hey, bonsoir! Alors, c'est avec ce savoureux reflet dans les lunettes que vous allez me prendre parce que je suis dans ma petite marche du soir puis je me suis dit que je pourrais faire un mini retour sur qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose jusqu'à maintenant parce que je travaille, mais j'ai quand même lu le second chapitre, le chapitre du jour de la romance de l'Avent de Sophie Jomain. Et c'était toujours aussi remuant, excellent. On est vraiment dans le début de l'émancipation, de l'ouverture et tout. Donc, j'ai trouvé ça... Je suis encore vraiment prise. J'aurais vraiment le goût à partir de maintenant de les ouvrir toutes les portes sans attendre. Mais bon, je vais respecter le jeu quand même. Puis sinon, ben écoutez, j'ai pas pu avancer d'autres choses pour le moment. Ce soir, je vais voir comment s'enligne la soirée. Est-ce que mon conjoint est en mode télé, pas télé, mais de toute façon, je vais sans doute soit lire une BD, peut-être que je préfère avancer le Karine Pitaki plutôt. Bref, je vais essayer au moins de vous reprendre une autre fois pour vous parler un petit peu quand même, pour que vous ayez un petit peu de contenu. Mais vous savez, ça ressemble à ça quand même, là, la vraie vie, donc on gardera ça. Si tout va bien, je vais essayer de lire une BD puis d'avancer le Karine Pitaki et de pouvoir vous en reparler après. Alors sur ce, comme je suis en train de geler des doigts, ben, je vous dis à tout de suite. Hey, bonsoir! Alors, ce sera une chronique en pyjama pour clore le vlog. Et oui, c'est comme ça. C'est encore tard en soirée, donc je suis moins tard qu'hier. Donc, c'est quand même... une amélioration, mais je ne suis pas encore tout à fait en avance. Alors, voilà. Écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même avancé mon Harry Potter. Je suis rendue à... les premières leçons avec Snape. Donc, ça avance très bien. J'aime toujours autant le narrateur et j'ai encore le réflexe de me comparer au film, mais j'essaye vraiment gros de désactiver ce réflexe-là parce que j'aimerais vraiment ça, juste profiter de l'écriture. Donc, on verra bien. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure là, de l'avancée que je vais faire dans cette saga, cette relecture de saga-là. Et sinon, j'ai lu 2 BD finalement parce que je voulais avancer le Karine Pitaki, mais j'avais vraiment... Donc, celui-ci, mais je voulais, comme j'ai envie de faire des petites chroniques quand même, puis comme vous aviez pu le voir, j'avais
beaucoup de romans graphiques ici, donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors, tout d'abord, j'ai lu 820 Saint-Laurent de Dolo, c'est publié aux éditions Les Malins. Donc, je vais voler la 4e de couverture, parce que quand je vous en avais parlé, je pense que ça fait un moment, c'est il y a quelques vlogs, donc juste pour vous rafraîchir la mémoire. Montréal 2006. L'industrie du dessin animé est au bord du gouffre. Mais ce n'est rien pour freiner les ambitions de François, qui réalise son plus grand rêve, travailler dans un studio d'animation. Voici son histoire. Alors, ce qui m'avait attiré un peu là-dedans, c'est, bon, je sais pas, la couverture en tant que telle, le trait qui me faisait un petit peu penser à du Rabagliati, mais plus rond. En termes de traits, si vous regardez, là, pour les traits à l'intérieur, ça fait vraiment penser à ça. Ou Pascal Girard, un mélange entre Rabagliati et Pascal Girard. Je vais vous montrer peut-être des planches qui sont plus claires que ça, là. C'est très épuré. Ouais. Quand même, il y a quelque chose. Donc, puis de toute façon, puis même Guy Delisle à la limite. C'est un peu ce mélange de ces trois-là. Puis de toute façon, le genre de chronique que c'est, ça ressemble un peu comme au Guy Delisle, ou puis même Rabagliati, parce que c'est un peu, dans le fond, l'histoire, ben, de ce que je comprends du dessinateur, en fait, là. Un genre de roman graphique autobiographique. C'est ce que j'ai compris. Écoutez, je suis sortie un petit peu tiède de cette lecture-là. La prémisse, je la trouvais intéressante. J'avais peut-être des attentes élevées parce que c'est sûr qu'on a quand même deux personnes qui font ça depuis longtemps, Guy Delisle et Mira Bagliati, qui font ce genre de tranche de vie-là, de chronique personnello-historique depuis quand même un bon nombre d'années. Fait que je pense que j'avais quand même des attentes élevées. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que c'est bien parti. Il y avait une mise en contexte. Je trouvais ça intéressant de la manière. Il y avait quand même... on comprenait bien qui étaient les personnages impliqués. Dans le fond, un jeune qui sort de l'école, qui veut devenir illustrateur dans les dessins animés, mais que on est à l'époque de... Il travaille chez Studio Group, je pense, puis c'était à l'époque où il y avait le début du scandale de Cineur avec Robinson, Claude Robinson et tout ça. Donc, on le voit arriver là, il commence au bas de l'échelle, il fait des tâches qui n'ont pas nécessairement rapport avec sa compétence, puis finalement, il finit par se frayer un chemin là-dedans. Puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'on va le voir au quotidien essayer de patauger dans cette espèce de milieu-là qui est difficile. C'est difficile d'entrer là de façon permanente. C'est toujours un contrat, il y a beaucoup de précarité. Il rencontre des excellentes personnes. Mais évidemment, on sent rapidement que ça va couler. C'est juste que ce que j'ai trouvé, c'est que le premier tiers était vraiment bien ancré. Puis ensuite, ben, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il va changer de boîte de dessin par la force des choses. Il y a des catastrophes qui vont débouler. Mais finalement, vers la fin, on se replie plus sur la vie personnelle du personnage principal. Donc, c'est annoncé un peu comme une chronique, peut-être, de cet auteur-là dans le contexte de 2006 dans l'industrie du dessin animé. Mais dans le fond, on n'a pas tant de chair sur l'os de l'histoire du dessin animé à cette époque-là. On évoque vaguement, justement, le contexte avec Cineur et tout ça. On n'a peut-être pas tant de chair sur le personnel non plus de l'auteur, sauf vers la fin. Donc, c'est comme s'il y avait comme une fin puis un début, mais les deux faisaient partie de quelque chose pour lequel on se serait attendu, ça soit un peu plus développé. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin. Je pense que c'est juste que j'ai moins accroché. J'ai trouvé qu'il y avait des maladresses un petit peu peut-être dans la construction du récit, mais en même temps, c'est sûr que si c'est... Là, j'ai pas validé. Si c'est autobiographique, ben je peux pas rien dire, ça s'est passé comme ça, c'est bien correct. Mais il y a moyen de raconter les choses sans changer rien des éléments, mais de raconter les choses d'une façon que ça crée quand même un rythme et une structure qui va faire en sorte que pour le lecteur qui n'était pas là, qui n'a pas vécu la situation de l'intérieur, il y a quand même un attrait, un intérêt. Parce que je pense que je me suis un petit peu désintéressée de l'histoire en tant que telle au fur et à mesure de la BD, mais ce qui m'a tenu accroché, c'est les dessins. Donc, ben voilà, donc tiède. C'est correct, je suis contente de l'avoir lu, mais je suis contente aussi de l'avoir pris à la bibliothèque, parce que je pense pas que je le regarde dans ma bibliothèque. Donc, lecture tiède pour ça. Mais sinon, j'ai eu un total coup de cœur pour complètement autre chose, un album jeunesse, Les petits livres des enfants Brontë. Donc, c'est de Sarah O'Leary et Bryony May Smith. C'est publié chez La Courte Échelle et traduit par Fanny Britt. Puis, écoutez, j'ai lu sur les Brontë, j'ai jamais réussi à embarquer dans l'écriture des Brontë, même si je me sens vraiment mal de dire ça, mais c'est des goûts et des couleurs.
Puis j'étais quand même curieuse de voir comment ça allait être mis en scène, puis je suis tombée complètement en amour avec à la fois le texte et les illustrations. Donc je vais vous montrer un petit exemple, mais je pense que mon meilleur exemple, donc c'est tout doux, texturé, expressif, mais cette composition d'images-là, je pense que je passerais des heures à la regarder, là, je vais juste vous la montrer. C'est tellement excellent. C'est une scène de la vie quotidienne, mais dans un angle tellement pas courant. Donc, pendant tout le long du livre, on est là-dedans. On va revoir des... Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Il y a une autre scène que j'aimais beaucoup, c'était quand on va comprendre que les enfants Brontë ont perdu leurs deux plus grandes sœurs, puis il va rester les trois sœurs Brontë plus... voyons, comment ça s'appelle? Branwell, le frère. Et un jour, le papa va donner des petits soldats à Branwell, puis c'est ça qui va partir un peu chez les Brontë, pour ceux qui ne savent pas, là, leur espèce de soif d'imaginaire. Ils vont écrire des histoires, vont faire tout un univers avec ces soldats-là, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va nourrir et même éventuellement leurs futures aspirations d'écrivain. Donc, c'est ça ici qu'ils disent. Je voulais juste la première phrase de celui-là, ça dit: les mots sont peut-être minuscules, mais les mondes décrits dans ces histoires, eux, sont immenses. Ils contiennent des continents et des océans, des épopées amoureuses et des récits de guerre. On y trouve des héros et des méchants. Parfois, quand un personnage meurt dans une histoire, il revient à la vie dans la prochaine. Et c'est ça, l'illustration. C'est malade. Je trouve ça tellement excellent. Donc, ça a été un total coup de cœur pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même présenté sous forme d'histoire. Donc, oui, techniquement, c'est des éléments biographiques. Mais c'est présenté sous forme d'histoire. Puis on s'adresse vraiment à un public jeune parce que c'est des phrases relativement simples. On va tutoyer le lecteur, on l'interpelle un peu. C'est découpé pour que on comprenne. On évoque quand même de loin le fait qu'il va avoir une vie après l'enfance. Puis que ça ne va pas nécessairement bien se terminer pour eux autres. Puis tout ce qu'on va dire, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement... qu'ils ne vont pas vivre très longtemps, dans le fond, les sœurs Brontë. Donc, c'est tout ce qu'on va dire. Donc, c'est correct. Et après ça, on revient tout à l'enfance. Donc, j'ai trouvé ça tellement... Regardez celle-là, la petite fille avec... par la fenêtre. En tout cas, je vous dis, là, je suis en extase devant ce travail. Celui-là, voyez-vous, je l'ai emprunté à la Bibli, mais c'est sûr que je vais me l'acheter, ou en tout cas, éventuellement, parce que j'aimerais ça pouvoir l'avoir à la maison. C'est comme quelque chose que je pense que tout le monde devrait avoir. Puis c'est pas parce que, comme je vous dis, je suis sensible à l'univers des Brontë, mais c'est pas comme pour moi un univers de prédilection. Donc, c'est même pas parce que je suis une fan finie ou le public complètement cible. J'étais pas nécessairement le public cible pour ça, à part parce que le visuel m'avait interpellée, puis parce que je sais que les traductions de Fanny Britt sont absolument. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais lire en langue originale, en français, parce que c'était publié en anglais au départ. Je sais pas si c'était publié en anglais, mais j'imagine que oui. O'Leary, ça sonne pas mal. Est-ce qu'on a le titre original? Oui, c'est assez littéral. C'est The Little Books of the Little Brontes. Parce que dans le fond, les Brontes avaient fait aussi des petits livres miniatures. Donc, alors, je m'étais dit, pourquoi pas, c'est Fanny Britt. Et puis, j'ai absolument pas regretté. Je ne ressens même pas le besoin de lire en langue originale. C'est complètement parfait. Mais je vous dis, mettez ça entre toutes les mains, c'est Noël qui s'en vient. Je trouve que c'est tellement une belle façon. Ça met beaucoup l'accent plus sur le côté, justement, comment cette fratrie-là s'est auto-stimulée l'imaginaire, comment ils se sont créés une espèce d'univers qui était un foisonnement pour la créativité dans la maison alors qu'il y avait un contexte qui n'était vraiment pas aidant. Donc, écoutez, je sais pas, on est vraiment comme dans le précieux puis l'essentiel de l'enfance, peu importe qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur cette enfance-là comme adulte, comme regard adulte. Donc, je vous dis, bref, j'arrête d'être enthousiaste et incohérente. Je suis juste trop contente de l'avoir lu. Donc, voilà pour les reflets, pour la lecture coup de cœur, dans le fond, que j'ai eu. Donc, écoutez, c'est quand même pas si mal. Donc, un trait tiède et un trait coup de cœur. On va finir là-dessus pour aujourd'hui. Donc, je vais sans doute continuer là, le Karine Pitaki après, mais c'est juste que je voulais être sûre de pouvoir vous dire un petit bonjour, avoir le temps de finir de monter le vlog puis le mettre en ligne, parce que sinon, hier, ça a été terminé tellement tard, ça n'avait aucun sens. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon attirail de soir ne vous a pas dérangé, mais c'est des vlogmas, donc ça fait partie de la game. Puis, ben c'est ça, si jamais, je ne sais pas si vous en avez lu dans les livres que je vous ai mis là, on est vraiment dans le québécois aussi.
Initié chez les malins, La courte échelle, c'est des relatives nouveautés. Donc, est-ce que vous avez eu la chance de les lire? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez déjà lu des Brontë, les sœurs Brontë? Moi, j'ai jamais réussi. Est-ce que si jamais je veux en commencer un, là, puis que j'ai commencé plein de fois, puis que je suis pas certaine, est-ce qu'il y en a un que vous me conseillez en particulier? Fait que j'ai une fois pour vous manifester en commentaire, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, écoutez, si jamais ça vous plaît, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux sociaux, c'est toujours apprécié, si évidemment le contenu vous plaît. Mais de toute façon, vous savez que je vais être au rendez-vous demain. Alors, il ne nous reste plus qu'à se dire à demain.